Il est exceptionnel ce petit crack. If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Mon père, il achète beaucoup de chevaux en France. Donc, mon meilleur chevaux sont toujours des chevaux français. But she jumped so good and I thought, she only did one round yesterday. She jumped amazing yesterday. Cheval sauté, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sautait formidable, j'avais un sentiment génial. Bonjour à tous, je suis Nolwenn. Aujourd'hui est un jour particulier pour Cavalope. C'est le lancement de mon premier podcast. Je vous avoue que je suis un peu stressée, mais à la fois super enthousiaste à l'idée de partager avec vous ma rencontre. Mais vous vous demandez sûrement avec qui. Pour ce premier enregistrement, j'ai souhaité échanger avec Loïc, qui est le dirigeant de la sellerie Fouillou. Notre thématique aujourd'hui va être axée sur les morts, parce que la sellerie de Loïc, c'est une large gamme d'embouchures. Alors je me suis dit qu'il serait idéal d'échanger avec cet expert afin de comprendre les grandes clés pour mieux orienter nos choix sur un outil très technique. Nous avons enregistré ce podcast par téléphone le 22 avril. Nous sommes encore en confinement et parce qu'on ne le dira jamais assez, prenez soin de vous et restez chez vous. Je vous souhaite une belle écoute et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Loïc. Bonjour Nolwenn. Je suis ravie déjà de pouvoir échanger ce premier podcast avec toi. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique des morts et on parlera aussi de ta sellerie, Fouillou. Ouais, tout à fait. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles tout d'abord de ta sellerie et de son histoire. De la sellerie Fouillou et de sa création. Voilà. Alors en fait, la sellerie Fouillou, c'est une sellerie qui est assez ancienne, qui date de 1975. Donc ça va faire 35 ans aujourd'hui. Ça a été créé par Éric Fouillou lui-même, qui lui a donné son nom. La sellerie, elle a débuté avec la création et la fabrication d'harnais pour l'attelage, en fait. Éric Fouillou s'est fait une grande notoriété à travers la création d'harnais bien spécifiques et sur mesure avec de nombreux titres dans beaucoup de concours d'attelage, notamment en Coupe du Monde et Championnat d'Europe. Avec la mondialisation et l'augmentation de la concurrence, le changement des matériaux qu'on retrouve aujourd'hui qui sont plus dans le plastique, notamment avec les marques Silco par exemple, Éric Fouillou a dû rebondir et un peu trouver un autre secteur d'activité. Et c'est à partir de là où il s'est spécialisé dans tout ce qui était concours hippique. Et donc il s'est spécialisé dans tout ce qui était fabrication et produits bien spécifiques, plutôt à vocation professionnelle, toujours en relation avec le concours et plus particulièrement le concours hippique. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai racheté la société en janvier 2017 avec l'ensemble du stock, avec le nom, le camion, parce qu'on s'est spécialisé dans le cours et l'ensemble des places sur les manifestations sportives. Voilà. D'accord. Et je crois donc que lorsque tu as repris l'entreprise, en fait, tu as continué à travailler avec Monsieur Fouillou. Et est-ce que tu pourrais justement nous parler de cette période et des conseils que tu aurais à donner aux personnes qui souhaiteraient justement s'installer ou se lancer dans la reprise d'une activité comme la tienne? Ouais, je pense que ça, c'est une très bonne question. Après, chacun voit à sa porte, comme on peut dire. Mais pour moi, c'est important de garder, en fait, l'accompagnement de la personne qui a créé la société. Ne serait-ce que pour garder l'image de marque, parce que c'est quand même elle qui a mis sur pied l'entreprise. Donc, c'est elle qui connaît un petit peu tout l'historique, les erreurs à éviter, potentielle évolution qu'on peut avoir. Et il faut savoir s'appuyer là-dessus. Il faut pas du jour au lendemain dire merci monsieur, j'ai racheté votre société, je vais conduire le bateau tout seul. Bien au contraire, il faut essayer de s'appuyer sur l'expérience de cette personne-là pour faire prospérer la société. Moi, monsieur Fouillou, il m'a accompagné pendant presque 3 ans après le rachat. La première année, il est resté à temps plein. Donc, il était avec moi sur tous les concours, les manifestations et à la fois à l'entrepôt. La deuxième année, il a été à mi-temps. Et ensuite, la troisième année, il était là ponctuellement. C'est-à-dire pour des activités de fabrication ou bien sur des activités de vente, notamment lors de grosses manifestations comme lors de CSI ou de salons comme on peut rencontrer en fin d'année comme Équitalion ou Paris. Pour moi, il y avait 3 objectifs. La première, c'était profiter de son expérience sur les produits, sur les manifestations. La deuxième, c'était la présentation pour les fournisseurs, pour les organisateurs de concours. C'est toujours une sécurité pour eux. Du jour au lendemain, ça passe d'une autre personne et on connaît pas cette nouvelle personne qui achète la société. Et le fait d'être accompagné, c'est un vrai plus.
ça sécurise un petit peu tous ces intervenants extérieurs. Et le troisième point, pour moi, c'était la crédibilité auprès de la clientèle, notamment avec une personne qui a déjà 35 ans d'expérience sur les terrains de concours, sachant que c'est un microcosme, tout le monde se connaît. C'était important de présenter la nouvelle personne qui arrivait dans la société et de la présenter à la clientèle. Voilà. Pour moi, c'était vraiment ça, le fait de rester avec le créateur, la personne qui a monté cette boîte. Voilà. Pour moi, c'était tout ça. D'accord. Donc oui, en effet, j'imagine que ça a dû être vraiment intéressant pour toi et puis pour ta personne aussi de te mettre à l'aise avec le métier. Tout à fait. Avec le recul, on s'aperçoit qu'en fait, on a pu associer déjà une clientèle existante, une clientèle très fidèle, avec une nouvelle clientèle qui est arrivée via mon réseau professionnel. Et je pense que mon âge faisant, j'ai la société, j'avais 30 ans, il y a un nouveau public qui est arrivé, plus jeune, qui était plus facile d'abord. Donc ça a renouvelé un petit peu en même temps la clientèle et ça a eu un apport de sans frais, comme on peut dire. Voilà, c'était vraiment un des points forts lors de la reprise sur ces 3 années. D'accord. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire et professionnel ? Je crois que tu as un passif bien impliqué dans l'équitation et du coup, si tu pouvais nous expliquer un peu le pourquoi du comment de tes expériences et ensuite ta décision de rachat de l'entreprise Fouillou. Ouais, tout à fait. Alors déjà pour commencer, moi je suis pas du tout issu du milieu du cheval. Mes parents ne connaissaient pas du tout le milieu de l'élevage ou le milieu du sport. On était proches de la nature, mais rien de tout ça, rien de lié au monde de l'équitation et du cheval. Obligation parentale, j'ai passé déjà un bac économique et social dans le circuit tout à fait classique. Et ensuite, je suis parti en BTS agricole, option production animale, sur le milieu du cheval. Après le BTS, je suis parti en licence commerce des produits équins à Saumur pendant 1 an. Et suite à ça, on avait un stage de 5 mois à faire dans une entreprise ou dans une association pour pouvoir mettre sur pied des projets. Suite au stage que j'ai effectué au syndicat des éleveurs de chevaux de sport du Lot-et-Garonne avec Aurélien Lafargue, ils m'ont proposé en fait un emploi pendant 3 ans en tant que chargé de mission. Donc j'avais le rôle de m'occuper de la communication, l'organisation d'événementiels. C'était tout ce qui était concours modèle et allure, concours poulain, poulinière, présentation des talons, relations clientèle, etc. Ça m'a donné vraiment 3 ans d'autonomie où j'ai pu un peu cerner problématiques vis-à-vis de l'élevage, du monde de l'élevage et du monde du sport. Ensuite, je suis parti 4 ans au Haras de Brénil en Seine-et-Marne pour Monsieur de Montalembert, où là j'étais cavalier jeunes chevaux et responsable d'élevage pendant ces 4 années où pareil j'ai eu beaucoup d'autonomie dans mon travail, toujours avec des relations intéressantes et ça m'a bien aidé dans l'aboutissement de soi-même et de savoir où on voulait aller dans l'organisation. Après ces 4 ans au Haras de Brénil, j'ai eu un premier contact avec Monsieur Marie du Harabus, qui m'a recruté pour devenir responsable d'élevage chez eux. Donc là, j'avais en charge la responsabilité de tout le suivi d'élevage, des croisements, des poulinages, la gestion du personnel et la commercialisation des chevaux de 6 mois à 3 ans. En parallèle de ça, je travaillais toujours pour Monsieur Fouillou lors des grosses manifestations, qui étaient Equitalion ou le Salon de Paris, par exemple. Et un jour, il m'a annoncé sa retraite et qu'il aurait aimé céder sa société. Ça a mis 1 an à éclore. On en a parlé, on s'est mis d'accord sur les différents axes. Et c'est là où la session s'est faite en janvier 2017. Mais c'était surtout une volonté de travailler pour moi-même, travailler avec mes propres idées. Ça, c'est ce qui m'a poussé en fait à me lancer, sachant que c'est pas toujours facile et qu'il faut savoir que lorsqu'on est employé, c'est quand même un confort certain. Quand on se lance à son compte, c'est tout autrement. Donc les risques, on les prend pour soi, c'est plus dépendant de votre employeur. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a poussé à m'installer et mon parcours professionnel était assez, je pense, éclectique. Enfin, je regrette pas ce que j'ai fait. Ouais. Non, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que au final, du coup, t'as une vision vraiment large avec le fait d'être cavalier professionnel par le biais du travail des jeunes chevaux, l'élevage aussi où t'as été vraiment impliqué, et puis un aspect événementiel, du coup, qui t'apporte aussi un regard différent, donc c'est hyper complet. Du coup, quel est le lien que tu pourrais tracer entre tes expériences précédentes et ton métier aujourd'hui? Et est-ce que tu aurais des recommandations quant au parcours qui te semblent judicieux avant de se lancer dans la gestion d'une sellerie? Ouais, je pense que les diverses expériences en fait que j'ai eues, ça m'a permis d'avoir une meilleure connaissance du terrain, une meilleure connaissance des problématiques techniques qu'on rencontre tous les jours quand on est dans le milieu du cheval, notamment quand on est cavalier, les problématiques de matériel aussi, les problématiques rencontrées aux animaux, aux chevaux en règle générale. Quand on aborde un problème ou quand on aborde une discussion avec des pros, avec des cavaliers même très éclairés, on a une certaine crédibilité, on sait de quoi on parle et ça nous permet de cerner au mieux
justement les problèmes, les qualités, les défauts qu'on peut rencontrer tous les jours dans une écurie avec différents chevaux. On sait de quoi on parle en fait. Ça c'est vraiment la différence. Et je pense que avec le recul, il faut savoir profiter en fait de l'expérience. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais des anciens, les personnes avec qui on travaille. Il faut s'appuyer sur leur expérience et il faut savoir l'adapter et les mettre un peu au goût du jour. Tout évolue aujourd'hui, la communication, les produits, les matériaux. Donc voilà, il faut utiliser ce que eux ont su mettre à leur profit, tout en s'adaptant à notre époque. Voilà, ça c'est vraiment le lien qu'on a pu faire sur ces dernières années. D'accord. Ouais. Notre thématique aujourd'hui, ce sont les morts et tout ce qui peut en découler en fait entre le cheval et le cavalier. Aujourd'hui, la sellerie Fouillou, c'est une marque de référence sur ce secteur grâce à une large gamme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Combien est-ce que vous avez de références? Et dans un deuxième temps, est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de ce que vous faites sur ce secteur? Tout d'abord, la sellerie Fouillou, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sellerie qui est très axée technique. Nous, on ne travaille que sur les terrains de concours, en hippique. On essaye de brosser à peu près l'ensemble de la filière. Ça va des concours SHF jeunes chevaux, passant par les concours amateurs pro jusqu'au CSI et certaines TDA qui sont les tournées des As Poney. Aujourd'hui, on est assez connu pour une grande gamme d'embouchures, de morts. On a entre 600 à 700 références avec une multitude de fournisseurs. On doit avoir entre 15 et 20 fournisseurs uniquement pour les embouchures, pour les morts. On a une grosse partie revente, on a une petite partie création et sur-mesure pour les embouchures. Alors ça, c'est pas la plus grosse partie, mais c'est une partie très intéressante et c'est ce qui permet vraiment de se distinguer des autres selleries. On fait beaucoup d'adaptations et de modifications sur mesure pour les différents cavaliers. Aujourd'hui, pour tout ce qui est embouchure, on fait produire en direct. On supprime des intermédiaires, ce qui nous permet d'avoir des prix plus attractifs pour le client et de nous adapter beaucoup plus rapidement. On a moins d'inertie dans la réactivité, je pense. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment pour des petites sociétés, pour ce petit microcosme qu'est le milieu du cheval. Aujourd'hui, on arrive à faire des modifications sur à peu près tous les morts, hormis les caoutchoucs et les résines qui sont assez compliqués à travailler, sur lesquels on peut modifier des branches ou des anneaux. Tout ce qui est plasturgie, on a plus de difficultés pour du sur-mesure. Mais après, tout ce qui est métallurgie, il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà. Donc, en cas de création de sur-mesure face à un client, comment est-ce que ça va se dérouler, vous, dans le processus en interne? Pour la création, on doit déjà bien cerner la demande du client. Avec lui, on met en place un petit descriptif pour savoir exactement ce dont il a besoin. En fait, on va déjà se baser sur la partie qui vient en bouche, ce que les Anglais appellent la mouthpiece, savoir ce qu'il veut, et ensuite on va adapter dessus des branches, que ce soit des branches de Pelham, des branches de Pessoa, un anneau libre, un anneau chantilly. Tout ça, il faut le décrypter et avoir un maximum d'informations. Aujourd'hui, la création sur mesure, elle se fait à la fois sur des morts qui sont en cyprium, en inox, en blue steel. On en parlait tout à l'heure sur les morts en résine caoutchouc où on peut quasiment que modifier les branches. Et aussi, du fait de notre savoir-faire, on modifie avec du cuir. Soit on les recouvre de cuir, soit on les fabrique tout en cuir. Voilà, on met en place un schéma sur lequel on va pouvoir travailler, on va définir tous les composants. Et ensuite, on fabrique, on contrôle et on assure le SAV s'il y a besoin derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a déjà un sorte de catalogue avec toutes les pièces qu'on a en bouche, la mouthpiece et les anneaux. Allez, 80% du temps, on va faire des assemblages, mais des fois, il faut créer, ressouder, recouper, polir. Ça, c'est énormément de temps. Ça, c'est fait directement en interne par nous-mêmes. Ce qui est important lorsqu'on fait une création de mort ou qu'on fait une adaptation, c'est d'essayer de rester cohérent dans l'utilité et le fonctionnement du mort. Et il faut essayer aussi de respecter la bouche des chevaux pour rester avec des morts anatomiques et essayer de rester dans le confort, même si des fois, on a des demandes qui sont plus vers du contrôle ou plus de finesse. Mais voilà, très souvent, avec des cavaliers amateurs très éclairés ou des cavaliers pros, on arrive à trouver des assemblages qui sont très intéressants, mais qu'on ne peut pas trouver dans le commerce courant, on va dire, chez les grands fournisseurs. Je vois. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, en effet, pour les cavaliers d'avoir cette possibilité de créer leur mort en fonction de leurs chevaux, parce qu'ils sont tous différents et que de ce fait, nos besoins le sont aussi. Et du coup, ma question, c'est lorsqu'un client s'adresse à vous pour du sur-mesure, est-ce que vous avez une sorte de procédure qui vous permette d'offrir le conseil le plus adapté en fonction du couple?
Ça, c'est une très bonne question. Il faut prendre le temps, il faut essayer de décortiquer le problème rencontré par le cavalier, rassembler un maximum d'informations sur le cheval et le cavalier. Sur le cheval, ça passe déjà par connaître son âge, son niveau de dressage, son format, si c'est un gros cheval, un petit cheval plus près du sang, sa discipline, ça c'est très important, s'il fait du dressage, s'il fait du CSO, du complet, s'il fait uniquement du loisir, et l'optique, qu'est-ce qu'on veut en faire. Ça, ce sont des points qu'il faut aborder et ramasser un maximum d'informations. Il faut savoir aussi avec qui on parle. Si c'est un pro, si c'est un amateur éclairé, sur quel niveau d'épreuve il travaille. Est-ce que c'est un cavalier jeune chevaux qui va être concerné par du concours cycle classique? Est-ce que c'est plus un pro? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait plus du CSI? Ça, c'est des choses très importantes qui vont pouvoir permettre de cerner vraiment la demande et d'essayer de cibler un bord bien particulier en fonction des problèmes rencontrés. Il y a un autre acteur aussi, je pense, qui peut avoir un pouvoir de conseil. Ça va sans doute être le dentiste qui va pouvoir voir des malformations ou des dispositions spécifiques dans la bouche du cheval et qui va pouvoir peut-être conseiller les cavaliers en conséquence. Ouais, ça c'est quelque chose de très important et ça reste les bases, c'est-à-dire qu'il faut y faire très attention. Je pense qu'aujourd'hui, un dentiste, il doit passer obligatoirement une fois par an pour checker l'intérieur de la bouche, voir s'il y a des surdents, s'il y a des dents de loup, des dents de lait ou petites malformations. Ça nous permet de nous éclairer en plus sur l'utilisation d'un mors, s'il est adapté ou pas. Ça, c'est quelque chose de très très important. Souvent que lorsqu'on a des dents de loup ou des surdents, ça provoque des défenses qui vont par la suite créer d'autres problèmes qui vont se répercuter sur l'équitation et sur les résultats. Donc ça, c'est vraiment la base. Et je pense que pour bien conseiller un mors, il faut déjà un cheval qui soit en ordre de ce côté-là. C'est-à-dire déjà avoir vu un dentiste, partir sur cette base-là, et ensuite on peut conseiller au mieux. Un cheval déjà qui a vu le dentiste, qui a un suivi vétérinaire, qui a vu l'ostéo, c'est déjà un cheval sur lequel on peut dire qu'on peut s'appuyer sur une bonne base, c'est-à-dire à peu près saine normalement. Et ça va nous faciliter la chose en termes de conseils. Voilà, mais ça c'est quand même quelque chose de très important. Avant même de vouloir modifier des morts ou changer des morts, il faut déjà être sûr que son cheval a déjà vu le dentiste. Oui. Du coup, tout à l'heure, tu disais que la discipline pratiquée allait être un critère à prendre en compte. Et par rapport à ça, moi j'ai pensé au règlement, qui déjà varie en fonction des licences. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cet aspect, mais aussi sur l'impact que ça va avoir dans ton conseil? Ouais, alors voilà, tout à l'heure on disait qu'il fallait rassembler un maximum d'informations. Le règlement, c'est un point qui n'est pas à négliger, parce que chaque discipline et chaque catégorie a son propre règlement, qui est mis en place par la FFE, la Fédération Française d'Équitation, ou la FEI. Et donc ça, il faut en avoir quelques notions. C'est-à-dire que dans les épreuves jeunes chevaux, par exemple, il y a des embouchures qui ne sont pas autorisées. Je pense au haka-mort, à certaines associations de morts. Dans le dressage, c'est pareil. Là où c'est le plus complexe, ce sont toutes les épreuves club et poney, où eux, en fait, ils ont un règlement strict qui impose l'utilisation et qui interdit l'utilisation de certains morts. Donc on doit travailler dans cette gamme, ce qu'ils appellent une planche de mort. Donc là, tout de suite, ça nous diminue, on va dire, le champ des possibilités en termes de conseils. Des fois, il y a des morts qui iraient très bien, quand on en parle avec les cavaliers, mais malheureusement qui sont interdits par le règlement. Bon, ben ça, c'est à prendre en compte et il faut savoir s'adapter. Il y a certaines disciplines qui interdisent certains revêtements, d'autres qui l'autorisent. Il y a des longueurs de branches, il y a le fait que les morts soient torsadés ou non, les diamètres de morts. Tout ça, c'est à prendre en compte. Il faut s'appuyer dessus pour essayer de travailler et proposer, voilà, un produit final, un mort, en l'occurrence, qui soit dans les clous et qui corresponde à l'ensemble des critères demandés. Voilà. Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui avec la sellerie, tu te déplaces sur l'ensemble de la France, et notamment sur de gros concours. J'imagine que vous rencontrez une large diversité de cavaliers, et aujourd'hui votre force, c'est une force de conseil en termes de technique et d'adaptabilité en fonction des profils. Est-ce que justement tu pourrais nous parler de tes clients? En fait, tout au long de l'année, c'est-à-dire que nous, on commence la saison de concours dès février, avec le salon de Bordeaux, où il y a une Coupe du Monde, jusqu'au mois de décembre, où on finit avec le salon du cheval. On est en concours tous les week-ends sur différents types de manifestations. Je pense qu'on arrive à brosser un petit peu toute la filière hippique, en allant du cycle SHF, jeunes chevaux, en passant par les concours amateurs pro, jusqu'au CSI 5 étoiles, Global Champions Tour, etc. Donc effectivement, on rencontre différents types de cavaliers qui ont différentes demandes
Et ça, il faut savoir s'adapter, c'est très important. On va aussi bien conseiller un cavalier qui fait du débourrage, on va pas le conseiller pareil qu'un cavalier qui fait du 5 étoiles. C'est deux métiers différents, ils ont des demandes différentes. Le cavalier amateur également. Le jeune qui fait du poney, c'est encore autre chose. Et on a toujours aussi cette petite histoire de règlement qui vient cadrer et nous permettre d'adapter notre proposition de mort. Je pense que ça, c'est un point fort. On rencontre pas toujours la même clientèle suivant les manifestations sur un salon qui est beaucoup plus grand public. Là, on s'aperçoit qu'on a des cavaliers avec qui on ne travaille pas tout au long de l'année. Mais je pense que c'est très intéressant et il faut savoir s'adapter, être à l'écoute et offrir un conseil technique et franc. Il faut le dire quand ça ne va pas aller, quand ça ne va pas, il faut proposer des solutions, il faut proposer un SAV. Ça, c'est quelque chose d'important pour la clientèle et il faut garder le sérieux dans le conseil. Voilà. Ouais. Et justement, étant donné que vous avez une gamme de morts qui est large et diversifiée, j'imagine que ça doit notamment attirer les grands cavaliers, étant donné qu'on est sur un produit très technique. Du coup, est-ce que tu pourrais en résumer, selon toi, nous donner les clés pour trouver le mort le plus adapté pour son cheval? Pour essayer de trouver le mort le plus adapté, comme on a dit tout à l'heure, décortiquer les différents éléments qui vont nous entourer. Quelle discipline je fais, mon niveau, le niveau de mon cheval, son âge, le règlement. Il faut essayer d'être objectif sur ce qu'on attend, essayer de connaître son cheval, savoir avec qui on travaille, avec son coach, en parler avec son coach, ça c'est très important pour essayer de dégrossir un petit peu ce tableau qui va être à compléter. Et après, il y a autre chose, c'est la connaissance du matériel. C'est là où nous, on intervient et c'est peut-être le plus intéressant. Je pense qu'on connaît notre matériel, on sait ce qu'on fabrique, on connaît leur effet et on arrive à recroiser avec les différentes informations des cavaliers pour essayer de trouver le mort le plus adapté. Il faut essayer de le faire en toute objectivité, ça c'est important. Pour moi, un mort, c'est un outil de travail qui doit respecter à la fois le confort du cheval, mais qui doit aussi apporter des solutions au cavalier. Même si ça va pas changer du tout au tout les résultats, et que l'effet va être plus ou moins important selon la technicité du cavalier et son utilisation. Mais voilà, je pense que les clés, c'est l'objectivité et essayer en fait de connaître l'ensemble des différents points sur lesquels on va être confronté. Règlement, âge, technicité, orientation, discipline, tout ça, ça va nous permettre de cibler au mieux le produit qui va permettre de trouver les solutions. Je pense à un élément qui est aussi vraiment important, ça va être tout ce qui va être briderie et filet. Aujourd'hui, je trouve qu'on voit de plus en plus de développement au niveau du R&D sur la création des filets. Et j'imagine que l'impact doit être important aussi en fonction des muserolles ou tétières qu'on peut voir avec les nouvelles tétières anatomiques en termes de points de compression, etc. Est-ce que toi, tu aurais un conseil ou des recommandations par rapport à ça? Oui, bien sûr. Je pense que même si le milieu du cheval est encore assez traditionnel, avec l'utilisation du cuir, on va vers plus de confort, que ce soit dans des tétières qui sont mieux dessinées, mieux ajustées, des muserolles pareil qui respectent un peu plus le physique du cheval. Il faut essayer de faire un compromis entre confort et attente du cavalier, qui va être complètement différente selon l'utilisation et selon la discipline. Aujourd'hui, on a des tonnes de muserolles qui sont acceptées ou non, suivant les disciplines. Il faut savoir leur utilisation, il faut surtout bien les ajuster. Je pense que la FEI est en train de vraiment se pencher et s'y est déjà penché avec des normes de serrage. Aujourd'hui, il y a des marques qui vraiment se penchent sur le confort en essayant d'adapter au mieux les coupes, comme Dion, comme Horseware, plein de grandes marques aujourd'hui qui essayent vraiment de créer, de mettre en place de la briderie de plus en plus confort pour aller dans le sens du bien-être du cheval. Et ça, pour moi, c'est important. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer. Ne serait-ce que parce que déjà la clientèle est de plus en plus sensible à ça. Et parce qu'on s'aperçoit que sur le long terme, les chevaux vieillissent mieux et qu'on arrive à des choses plus facilement et plus rapidement avec du matériel adapté. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment les lettres de noblesse de la recherche et du développement, c'est d'aller dans le sens du cheval. Pour en revenir aux morts, en définitive, est-ce que, selon toi, il faut changer souvent son embouchure ou non? Ça, c'est une bonne question qui est un peu à double tranchant. Il y a du pour et du contre. Moi, mon idée, c'est qu'un mort n'est pas adapté pour toute la vie d'un cheval. C'est-à-dire que le mort évolue en fonction du niveau de dressage du cheval. On n'a qu'à prendre le cas du débourrage d'un jeune cheval, par exemple. On va très souvent faire avec un mort très simple, gros canon, avec un revêtement confort, du caoutchouc, du cuir. Et dans tous les cas, ça va être un mort qui va apporter du confort pour inciter le cheval à venir tendre ses rênes, à venir apporter de l'attention.
Là, pour l'instant, je parle que dans le terme de l'équitation traditionnelle anglaise pour du CSO ou pour du dressage. Tout ce qui est reining, etc., c'est encore autre chose. C'est un domaine qu'on maîtrise pas. En fait, je pense que au fur et à mesure que le cheval évolue dans son dressage, on a besoin de plus en plus de technique, plus de contrôle. Aujourd'hui, dans des concours qui se courent rapidement, je sais pas, entre 250 mètres et 300 mètres minutes, on a besoin de diminuer le temps de réaction entre le moment où on donne une indication à son cheval et le moment où on la reçoit. Ça, c'est important. Donc, il faut des embouchures adaptées et un dressage qui permet justement de répondre à cette réactivité. Aujourd'hui, faut pas chercher à tout changer. Si un mort, il va bien à la maison ou au concours, il faut le garder. Il faut pas changer quelque chose qui gagne. Il y a certains cavaliers qui utilisent des morts, on va dire, basiques. Et à mon avis, c'est ce qui est le mieux à la maison, mais qui vont avoir besoin d'une autre embouchure pour le concours. Parce qu'ils ont besoin, justement, comme on disait tout à l'heure, d'une meilleure réactivité, d'un contrôle un peu plus affirmé. Mais je pense qu'on retombe très souvent sur des morts de base qui sont la double brisure. Ça reste le basique, le mort simple, le simple anneau, simple ou double brisure, peu importe, suivant le choix de chaque cavalier. Mais voilà, une fois qu'on a trouvé son embouchure, je pense et que le cheval il trouve son confort avec le cavalier aussi, il faut rester là-dessus. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait des essais, de nouveaux morts, ce qui est important, c'est d'essayer de les tester sur 2-3 séances pour essayer de gommer l'aspect surprise. Parce qu'on s'aperçoit que sur certains essais de mort, à la première utilisation, on a un très bon rendu avec des chevaux qui réagissent complètement différemment. Et qu'après 3-4 séances, cet aspect très positif s'estompe un peu parce que le cheval s'habitue à l'embouchure et comprend comment on fonctionne. Donc ça, c'est important, c'est de prendre du recul et d'essayer les embouchures sur 3-4 séances pour être vraiment sûr que ce soit la bonne ou non. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis par rapport aux morts et est-ce qu'il y a un mort selon toi que tu apprécies personnellement? Pour moi, le mort que j'apprécie, ça va être le mort qui va respecter la bouche du cheval. Le mort de filet de base, type double brisure, tout le monde connaît, très généralement en cyprium, qui est une matière qui se réchauffe très vite en bouche et qui fait énormément saliver les chevaux. Ça, c'est un mort qui, pour moi, est à la fois anatomique et confortable. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Il y a certains cavaliers qui ne jurent que par la simple brisure. Tout simplement, c'est entre une double et une simple brisure, l'effet n'est pas le même. Pour moi, la double brisure est plus anatomique. On ne vient pas heurter le voile du palais. On casse un petit peu l'effet casse-noisette qu'on peut rencontrer avec un simple brisure. Par contre, on ajoute une action qui se fait sur la langue. Donc, certains vont préférer la simple brisure. Chacun a ses goûts. Mais pour moi, voilà, le mort double brisure est quand même une bonne base. Après, le mort droit incurvé, pour moi, est le mort le plus anatomique. En aucun cas, on ne vient meurtrir la bouche. On n'a pas d'effet de pression au niveau latéral. C'était le fameux effet un peu casse-noisette. On n'a pas d'effet sur le voile du palais. Donc pour moi, c'est un mort qui est très intéressant. Après, il a des avantages, des inconvénients qu'on peut plus ou moins améliorer en faisant varier le diamètre, sa rigidité, son revêtement, qu'il soit en caoutchouc, en résine, en cuir ou tout simplement en inox. On peut aussi faire varier son côté rond, son côté octogonal pour faire différentes actions. Après, c'est vrai qu'avec des morts droits, on perd des fois en précision, notamment latérale quand on demande des incurvations ou quoi que ce soit. Donc, on se retrouve très souvent sur de la double brisure qui reste le basique pour dresser les chevaux et c'est celui qui va être plus confort sur le long terme. D'accord. Et l'action, elle n'est pas plus dure du fait qu'il y ait une barre justement qui soit droite pour les chevaux? Ça, c'est une très bonne question. C'est en fonction de la main qui est au bout du filet, au bout des rênes. C'est en fonction de la réaction des chevaux et ça dépend aussi du diamètre de canon et de ce qu'on peut appeler le revêtement, le caoutchouc, l'inox, etc. Il y a certains chevaux qui vont venir s'appuyer fortement sur des morts droits. Donc justement, c'est ce qu'on va rechercher pour avoir plus de tension. Et d'autres qui vont au contraire pas du tout prendre appui. Ils vont essayer de les fuir. Ils vont justement hésiter à prendre du contact avec ce côté droit, peut-être parce que le mort est trop droit ou trop rigide. Donc ça, en fait, c'est à chaque cavalier de s'adapter aux informations que vont lui donner le cheval. Tout simplement, quoi. D'accord. Étant donné que tu travailles quotidiennement avec la revente de morts, j'imagine que tu vois l'évolution qui peut opérer sur le monde et les actes de consommation par rapport à ça. Quels sont selon toi les morts qui vont être vraiment présents demain dans l'équitation? Les morts qui vont rester demain dans l'équitation, ça va être tous ceux qui vont respecter l'anatomie de la bouche et le cheval en règle générale. Aujourd'hui, je pense que la population cavalière est de plus en plus impliquée et intéressée par ce sujet. Donc à nous de trouver des solutions et des formes de mort et d'orientation de mort qui vont dans ce sens. Il y a peut-être un segment qui va se développer et qui se développe déjà plus rapidement que les autres. Ce sont tout ce qui est résine alimentaire, résine caoutchouc.
On le voit aujourd'hui avec plusieurs marques comme Poponcini, Trust, Beris. Là, c'est un autre travail, c'est de la plasturgie, c'est un autre métier à part entière. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces morts en plastique et en résine, ça ne convient pas à tous les chevaux. Ça va très bien aller sur certains et avec d'autres, pas du tout. Mais à mon avis, c'est le segment qui va le plus se développer ces prochaines années. Et il y a aussi des personnes qui réfléchissent autrement dans la fabrication des morts. Je pense notamment à Alain Ventre, qui met en place différentes embouchures qui fonctionnent différemment que directement dans la bouche, avec des pressions qui sont exercées au niveau du chanfrein et au niveau de l'auge. En fait, on attaque le problème différemment. Et ça, je pense que c'est intéressant d'avoir des personnes qui ont des visions différentes et qui peuvent apporter des solutions, notamment pour des cavaliers qui ont besoin d'énormément de précision, avec des chevaux qui ont de plus en plus de sang et de plus en plus de force. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans les années à venir et quelque chose qui est à suivre. Le fait que le mort peut être différent que celui qu'on connaît déjà. D'accord. Après, je voulais revenir aussi sur ta partie donc sellerie. Quels sont les produits que tu vends? Qu'est-ce qui t'intéresse dans les marques que tu choisis? Pourquoi est-ce que tu fais ce type de choix? Je pense qu'aujourd'hui, l'image de la sellerie fouillou, c'est quelque chose qui est technique. Les gens viennent chez nous parce qu'ils cherchent un produit technique. C'est vrai qu'on n'est pas les plus bling bling, les plus à la mode. On essaye avant tout de choisir des marques de qualité sur lesquelles, lorsque les cavaliers viennent acheter chez moi, ils vont pas rencontrer de problème. Et s'ils en rencontrent, on va tout faire pour essayer de solutionner ce problème. Je pense que le SAV, ça c'est quelque chose qui est très important, la notion de service ça aussi, notamment aujourd'hui. La qualité pour nous c'est le maître mot. Aujourd'hui, un cavalier peut aller acheter de la sellerie n'importe où. On est en concurrence tous les jours avec des grandes chaînes de sellerie qui vont avoir une meilleure visibilité, une grande gamme de produits. Nous, justement, on doit essayer d'apporter aux cavaliers ce que eux n'ont pas. Avec des produits techniques, savoir bien les conseiller, savoir s'adapter à leurs demandes, notamment via la création, comme on a dit tout à l'heure, avec des morts ou de la briderie. On doit apporter ce côté technique, savoir-faire, qui va faire la différence avec toutes ces grandes chaînes de sellerie. Moi, ce qui m'intéresse dans une marque, c'est qu'elle puisse apporter quelque chose de novateur, une sécurité pour mes cavaliers. Et voilà, quand ils viennent chez moi, ils veulent pas de problème. Donc c'est à nous de choisir nos marques en fonction de ça, du service qu'ils vont apporter, du sérieux de la fabrication. Voilà, ça c'est l'ensemble des critères qui sont importants pour nous. D'accord. Donc sur le secteur des morts, et même plus largement sur les équipements en général, est-ce que tu vois une évolution? Moi, par exemple, j'ai l'impression de voir de plus en plus de cavaliers embouchés en mort simple sur des épreuves de haut niveau, chose que je ne voyais pas avant. Est-ce que selon toi, il y a un réel changement? Oui, je pense qu'il y a un changement. Après, dans le concours, si on se ressent toujours sur le concours épique, du moins sur les disciplines olympiques que sont le dressage, le complet LCSO, les embouchures évoluent. Il y a l'aspect social aussi avec le bien-être animal qui prend de plus en plus de place. Après, sur un aspect technique, je pense qu'aujourd'hui, l'évolution des embouchures tient aussi du fait que le format des chevaux et les chevaux évoluent. On a des chevaux qui ont des dressages de plus en plus précis, pointus, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le cas de l'hippique, par exemple, les parcours proposés évoluent. On a des parcours de plus en plus légers, de plus en plus rapides, qui demandent des chevaux qui ont énormément de respect, énormément de réactivité, et donc de plus en plus de sang. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des chevaux comme Shit for Fun, Flora de Mariposa, ou des chevaux à haut niveau qui sont en filet simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est des chevaux qui collent à ce qu'on leur demande. Parcourir des parcours très légers, rapidement, et ça, c'est des chevaux qui ont du sang. Et c'est pas toujours des chevaux qu'on peut emboucher fortement. Et donc, c'est là où on a besoin d'avoir des morts qui respectent l'anatomie du cheval. Et je pense que c'est ça, en fait, la solution à se dire, tiens, on voit moins de chevaux de moins en moins embouchés, parce que, en fait, les chevaux ont évolué, les éleveurs ont travaillé depuis plusieurs années sur la sélection en apportant plus de sang. On s'aperçoit que des chevaux qui ont du sang, très généralement, c'est des chevaux qui ont des têtes assez fines. Donc ça, on le voit aussi dans la taille des morts qu'on vend. Traditionnellement, le 135 était un mort qu'on conseillait à tout type de chevaux. Aujourd'hui, la place du 125, donc 125 c'est la taille, 125 cm, 12,5, comme on peut dire aussi, on le vend de plus en plus fréquemment, parce que les chevaux ont plus de sang, ont des têtes plus fines, et peut-être des bouches un peu plus étroites. Ça, je pense, c'est lié à l'apport de sang un peu étranger, et l'omniprésence du pur sang ou de l'anglo qui ont amené cette finesse qu'on retrouve dans la tête des chevaux. On a cherché tout simplement à améliorer cette réactivité avec l'ajout de sang. Voilà, moi je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on a des morts qui sont moins imposants et moins forts, même si on en voit tout de même parce qu'il faut un certain contrôle sur la piste et des fois on n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on veut au moment voulu.
et du coup c'est assez fantastique parce que tu dois rencontrer de nombreux cavaliers, mais aussi des histoires qui sont toutes différentes, j'imagine, avec des cas bien particuliers. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu les problématiques que tu peux rencontrer dans ton métier de conseil? Ouais, c'est vrai que chaque cavalier a ses problèmes. Il y a autant de problèmes que de chevaux et de situations rencontrées lors d'un concours ou d'un travail à la maison. Ce qui est compliqué, c'est d'essayer de rester objectif et d'essayer de cerner au mieux la demande du cavalier. Chaque cavalier a son idée de l'équitation, il a ses préférences, il a ses goûts. Il faut essayer de s'adapter à ça. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut essayer de cerner l'ensemble des éléments qui vont nous entourer, c'est-à-dire son niveau, l'âge, l'objectif sur lequel il veut aller. Pour nous, ce qui est très dur, c'est qu'on ne connaît pas le cheval. Bien sûr, on peut connaître des cavaliers en fonction des niveaux d'épreuve qu'ils font, mais on ne connaît pas le cheval. Certains cavaliers, on ne sait pas comment ils montent. Nous-mêmes, on n'a jamais posé nos fesses sur ce cheval, on ne sait pas comment on réagit. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de récolter un maximum d'informations pour essayer de répondre le plus précisément à sa demande. Tout à l'heure, je disais qu'il faut être le plus objectif possible. Il faut essayer de se méfier des effets de mode dans les morts. Et ça, on sait que tout le monde est un peu tenté d'essayer de nouveaux morts qui viennent de sortir. L'essentiel, c'est de trouver un bon compromis entre le besoin, le règlement qui nous impose les embouchures et le respect du cheval. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut garder en fait à l'esprit que ça reste un loisir pour beaucoup de cavaliers. Pour certains, c'est aussi un business, notamment pour les pros. Mais l'objectif, c'est quand même de respecter le cheval, donc essayer de conseiller des morts qui vont dans ce sens. Moi, je pense que ça, c'est deux parties très importantes. Il faut aussi faire attention à la sécurité du cavalier, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir adapter le mort à la demande et à l'utilisation qu'il va en faire. Ça, c'est 3 points qu'il faut faire attention. Voilà. Donc on arrive bientôt au terme de ce podcast. Je voulais tout d'abord, Loïc, te remercier pour tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Et donc ma question va être, quels sont tes objectifs aujourd'hui à moyen terme avec la sellerie Fouillou? Aujourd'hui, à moyen terme, c'est essayer de rester toujours le plus technique possible, le plus pointu pour essayer de coller au maximum à la demande et l'évolution du sport. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est le point technique. Et toujours essayer aussi de trouver les nouveaux produits qui sortent, ceux qui vont avoir une réelle utilité pour les cavaliers. Le deuxième point, c'est économique. Ça fait que 3 ans que j'ai repris la société, donc c'est stabiliser et faire évoluer économiquement la société. Depuis 1 an et demi, on a embauché Aline, qui, elle, gère les sites internet, le dépôt, parce que moi, je suis en cours et ça, c'est un vrai appui. Et je pense que le plus difficile, c'est pas de racheter une société, c'est d'essayer de garder, en fait, c'est un peu garder l'ADN Fouillou de 1975 et de la remettre en version 2.0, comme on peut dire, en version 21e siècle, tout en gardant de la qualité de produit, du service et du professionnalisme. Ça, c'est des objectifs que j'aimerais garder et qu'on va suivre dans les années à venir. D'accord. Je te remercie, Loïc. Et du coup, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour pouvoir acheter du matériel? Nous, dans notre entrepôt qui est installé à Montreux, en Seine-et-Marne, 15 minutes de Fontainebleau, où on peut accueillir quelques cavaliers, mais on est essentiellement sur les terrains de concours. On tourne beaucoup en Île-de-France, aussi dans la région Nord, dans la région de Lyon vers le mois d'août, et on est aussi très présent sur les 3 gros salons de l'année que sont Équitalion, Paris et Bordeaux. On a 2 sites internet. Le premier s'appelle Fouillou Fontainebleau, le second s'appelle Top Mort, et c'est justement celui-ci qui est dédié à nombre d'embouchures diverses et variées. Sur le site Fouillou Fontainebleau, justement, on arrive à trouver un planning de là où on sera présent sur les concours. D'accord. C'est assez facile pour les cavaliers. Après, on répond toujours au téléphone et s'il faut expédier du matériel, ça, c'est pas un problème. Super. Je te remercie, Loïc, pour toute l'expérience que tu as pu nous partager et l'ensemble de tes conseils. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés pourront être plus éclairées sur le sujet du mort et donc faire des choix en conséquence de leur couple, de la partie du cheval, mais aussi de leur capacité de cavalier. Merci beaucoup, et puis c'était un grand plaisir pour moi, en espérant pouvoir résoudre quelques inconnus ou quelques questions pour les auditeurs. Après, chaque problème, c'est du cas par cas. Donc, il faut pouvoir en parler en toute objectivité et en prenant en compte tous les critères qui nous entourent. D'accord. Merci beaucoup, Loïc. À très bientôt, merci. Ce premier podcast est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage avec Loïc.
Vous pouvez retrouver la sellerie Fouillou sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites internet en lien sous le post. Et pour Cavalope, ce qui serait génial, c'est que vous puissiez me retourner votre ressenti par rapport au podcast. Mais aussi, n'hésitez pas, si vous avez des envies de thématiques ou de rencontres, à m'en faire part. Je vous souhaite à tous une journée ensoleillée. C'est pour moi la clé du sourire. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et stay home. On se retrouve bientôt.